Autour du plateau, l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Trois responsables d'organes de presse qui ont choisi d'échanger avec nous, commenter, analyser l'actualité. Nous commençons par Daniel Dassi. Daniel, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et pour ne pas dire bonjour, bienvenue à l'hebdo des éditorialistes. Je rappelle que vous êtes journaliste à Ado TV, Daniel. Bien sûr. Merci de répondre à notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Très bien. Mathias Sossou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Merci de répondre à notre invitation ce dimanche. Et puis avec vous, la troisième personne, le troisième collègue qui est avec nous, Kamar Din Arekwa. Bonjour. Bonjour Théodule. Merci d'être là. C'est un plaisir. Directeur de publication du quotidien Le Révélateur du jour. Et comme à l'accoutumée, c'est vous qui proposez les sujets que nous allons commenter, analyser. Je commence par Kamar Din Arekwa. Oui. Oui, vous avez voulu qu'on parle de la représentation des femmes. Oui, au Parlement, la prochaine législature. Et le sujet on avait commencé à l'aborder la dernière fois. Donc, je voudrais qu'on insiste un peu sur le mode opératoire, puisque la dernière fois, on en parlait, mais on n'avait pas été assez précis. Puisqu'on disait que les tests qui ont été nouvellement votés, nous ne les avions pas. Et justement, le lundi dernier, en soirée, l'honorable Odin Aladati m'a fait l'amabilité de m'appeler après avoir suivi l'émission de dimanche dernier. Très bien. Donc, il disait que, ayant vu que nous n'avions pas toutes les informations qu'il souhaite m'éclairer là-dessus. Donc, essentiellement, pour résumer de quoi il s'agit, sur les 24 circonscriptions électorales, chaque parti politique a l'obligation désormais de prévoir comment non, pas tête de liste, mais plutôt même que de liste, si vous voulez. C'est-à-dire que si nous prenons par exemple la 16e circonscription électorale, dont l'honorable Daniel Aladati est député, puisqu'il a été élu dans cette circonscription-là, il y a 5 postes de députés à pouvoir. Ça n'a pas changé, malgré que c'est 109 députés désormais. Dans la 16e, c'est toujours 5 députés qui seront élus. Donc ce qui a été fait à ce niveau, c'est les circonscriptions qui étaient défavorisées, qui n'avaient pas assez de représentants, c'est là, ils ont augmenté un peu les effectifs. Donc, dans la 5e, tous les partis politiques qui veulent avoir de candidats là sont obligés de prévoir une femme au 5e poste. Ils sont obligés de prévoir une femme au 5e poste là. Donc, du coup, le parti qui sera majoritaire dans cette circonscription électorale là remporte d'office ce 5e poste et donc a une femme au Parlement. Très bien. Et comme on a 24 circonscriptions électorales et qu'on sait qu'en queue de liste, il faut forcément que chaque parti mette une femme et que le parti qui est majoritaire dans la circonscription remporte ce poste-là, voilà comment on aura mécaniquement les 24 femmes au moins au Parlement. Maintenant, cela dit, c'est peu sur 109 députés. C'est toujours peu. Mais bien que ce serait déjà formidable par rapport à ce qu'on connaît. Ce serait déjà un exploit. Parce que, souvenez-vous, la législature passée, elles étaient 6. Actuellement, elles sont 5 sur 83 députés. Et on est sûr qu'en 2023, on en aura au moins 24 sur 109. Maintenant, il est souhaité que les partis politiques positionnent davantage de femmes, ou tout au moins comme ils en avaient l'habitude dans les autres positions. Donc, on a peut-être des femmes qui sont tête de liste parfois dans certaines circonscriptions. Donc, c'est souhaité que cela continue. Mais qu'en queue de liste, il y a nécessairement une femme déjà. D'où on pourrait, si les partis politiques font preuve de bonne foi, on pourrait avoir, pourquoi pas, le double même des 24 là au Parlement. Donc, l'honorable Aladati m'a éclairé là-dessus et j'ai souhaité partager ça avec nos téléspectateurs pour que nous soyons au même niveau d'information. Très bien. Voilà. Oui, Daniel Dassi, est-ce que déjà, les partis, est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui que les partis politiques sont véritablement imprégnés de ce mode opératoire qui est désormais de mise pour la prochaine Assemblée? Non, mais moi je pense que les partis n'auront pas le choix que de se plier aux décisions aux décisions de l'ensemble. Parce que vous ne restez pas sans savoir que jusque-là, le collègue Din le disait tout à l'heure, la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle est suffisamment faible, contrairement aux pays comme
le Togo à côté, avec 91 députés, ils ont 15 femmes à l'Assemblée, dont une femme à la tête du Parlement. Où le Rwanda est allé même plus loin, en faisant 64% de femmes à l'Assemblée nationale. C'est déjà des exploits. C'est déjà des exploits. Si le Bénin pouvait, en fait, tenir compte des tests actuellement en vigueur pour envoyer les 24 femmes à l'Assemblée nationale, ce serait un pas significatif vers, en fait, comment on appelle-t-on, l'égalité femmes-hommes au niveau, voilà, des instances de décision. Voilà. Très bien. Oui, Mathias Sossou. Oui. Moi, dès que mon confrère a posé le problème de 24 femmes au moins à l'Assemblée nationale, je me suis dit, alléluia, un travail a été fait, un effort a été fourni du côté des députés. Mais avec son développement, ce que l'honorable Orden Aladati a expliqué, j'ai compris qu'ils ont pratiqué l'adage de celui qui ne peut pas rester sur un arbre là et scier la même branche, c'est-à-dire sur une branche là, il a scié. Parce que je croyais que c'était maintenu à 83 députés. Et pour parler de... Il y avait 5 et puis maintenant on amène à 24. Ça fait au moins un effort qui est fourni. Mais j'ai compris qu'ils ont augmenté le nombre de députés à 109. Oui. Et c'est 24 là. Si vous prenez les 109, vous enlevez 24, ça ne touche même pas encore les 83 qu'ils étaient. Ça veut dire que eux, les hommes là, ce sont taillés la part du lion toujours. Ils veulent toujours rester les 83 là et donner l'avantage à... C'est cette discrimination qu'on a le législateur a voulu corriger. Et puisque c'est les hommes qui sont en majorité à l'Assemblée nationale qui votent, qui taillent les lois, je crois que je continue toujours de dire ce n'est pas un soutien à la femme, mais il faut quand même que ça augmente. Maintenant, dans les positionnements, ça peut se corriger. Comment ça peut se corriger? Encore qu'avant, on était à 83 et à peine on avait à peine 5 ou 8 femmes à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a réussi à travailler les femmes à s'intéresser davantage à la chose politique pour qu'elles puissent arriver à arracher des places, des positions très, c'est-à-dire correctes et imbattables au niveau des listes? Parce que c'est difficile pour un candidat, pour une candidate femme, d'arracher la première ou deuxième place dans des situations électorales que moi je connais. Et pratiquement, il y en a pas. Aujourd'hui, les partis politiques sont contraints de le faire. Ah ben c'est ça qu'on est en train de faire. On donne la dernière place catégoriquement à la femme qui lui donne droit parce que si déjà sa liste passe, c'est réservé qu'elle aussi elle passe. Donc il y a déjà cette place-là qui est faite à la femme. Maintenant, est-ce que les femmes même là, ça dit qu'elles se battent vraiment pour arracher ces places qui restent là aux hommes. C'est ça qui est le problème. Puisque chez nous, au Bénin, c'est demeuré une culture où la femme est souvent sur le plan politique est reléguée au second plan. Et ce n'est pas un secret pour quelqu'un que les législatives passées nous ont quand même montré ce qui se passe au niveau des femmes pour les positionnements. Il faut avoir les moyens, mais aujourd'hui que les réformes ont permis quand même à tout le monde d'être candidat, même sans l'argent, on peut aujourd'hui se faire élire député. Parce qu'il suffit seulement d'être sur une bonne formation politique et positionné, et puis le parti a d'influence dans la circonscription électorale, et puis on peut se faire élire sans dépenser énormément d'argent comme on en avait l'habitude. Oui, Dina Répar, votre réaction par rapport à l'intervention de M. Sossou, par rapport aux femmes, à leur capacité de vouloir arracher leur place tel que le doyen vient de parler, et on a l'impression que les députés n'ont rien fait finalement parce que en prenant 20, non, il a estimé que c'est insuffisant. Oui, c'est l'impression que ça donne. Mais il a reconnu lui-même qu'il y a la possibilité quand même pour les femmes d'être assez influentes au niveau de chaque formation politique pour que ce ne soit pas seulement au niveau de ce dernier siège qu'on leur réserve d'office là, qu'on puisse les positionner et qu'on puisse en positionner davantage sur les listes. Et je pense que nous en avons parlé brièvement la dernière fois, il y a quand même de plus en plus les organisations de la société civile. Je veux parler des ONG qui forment davantage de femmes aujourd'hui à la gestion de la chose, de la cité, d'accord, à la chose politique. Donc, je pense, j'étais de ceux qui étaient un peu inquiets la dernière fois quand on en parlait, mais je me suis laissé convaincre légèrement par les collègues parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les instances, au niveau des formations politiques qui sont de plus en plus structurées, elles occupent quand même déjà des places de choix.
responsabilités. On sait qu'à l'UP, par exemple, nous avons une ancienne collègue qui dirige l'administration, et ainsi de suite. Je pourrais citer d'autres exemples. Donc, il est à souhaiter quand même, nous, tout ce que nous disons, c'est des souhaits, mais c'est à elles-mêmes, ces femmes-là, de s'y mettre réellement et puis de s'imposer. Très bien. Oui, Daniel? Oui, évidemment, il faut des femmes engagées, parce qu'il ne suffit pas de dire, il faut envoyer les femmes à l'Assemblée nationale. Si on ne trouve pas de femmes engagées, les partis seront... Vous pensez qu'on n'en a pas suffisamment? Bon, on n'en a pas, on n'en a pas trop, on n'en a pas suffisamment au niveau même des partis, des partis politiques. Bon, il n'y a pas trop de... Elles ne seront pas d'accord avec vous, il n'y a pas parce trop de statistiques, mais... Il y en a suffisamment qui sont capables. Non, mais si les femmes, attendez, si les femmes sont capables, on les aurait vues, on les aurait déjà vues. En fait, sur le terrain, et depuis les élections passées déjà, pour les élections, qui on voit devant très souvent? Ce sont les hommes. Est-ce qu'on voit les femmes, ils disent, voilà, votez pour moi, voilà, je fais ci, à tel niveau, voilà. Il n'y en a pas. Alors que généralement, ce sont les femmes. Est-ce que vous n'allez... Non, il n'y en a pas trop. Pour dire vrai. Dire qu'il n'y en a pas, non. Bon, quand je prends le parti Union Progressiste, il y a combien de femmes? Faisons le débat comme ça. Il y a combien de femmes influentes dans l'Union? S'il vous plaît, monsieur. Voilà, il faut positionner ça. Nous n'allons pas stigmatiser, nommer de partis politiques, mais suffisamment, on vous le dira, nous avons assez de femmes. Peut-être renforcer leur capacité au travail qu'il faut. Renforcer les capacités. Dit qu'il n'y en a pas. Mais oui. Moi, je dis qu'il n'y en a pas trop, compte tenu d'un certain nombre de choses, compte tenu de comment on appelle-t-on, du nombre d'hommes politiques qu'il y a sur le terrain, quand on prend déjà l'Assemblée nationale, les mairies, les conseillers, les élus locaux, il n'y en a pas trop de femmes. Bon, c'est vrai, nous sommes en train d'aller vers la discrimination positive, il faut positionner les femmes à l'Assemblée nationale, mais il faut que les femmes soient déterminées. Comme le disait tout à l'heure le doyen, s'il n'y a pas de détermination, on peut beau vous positionner. Si le parti voit que vous n'allez pas faire grand chose pour avoir l'électorat qu'il faut, mais le parti va hésiter à vous mettre sur la liste. Ça c'est clair, c'est d'office, parce qu'aucun parti ne souhaite pas aller à une élection et ne pas la remporter. Si vous n'avez pas les capacités de gagner les élections, le parti va estimer qu'on ne peut pas vous poser, ou bien on va vous reléguer au second rang. Il faut que les femmes travaillent à occuper peut-être les têtes de liste et faire comme peut-être le Rwanda, et avoir jusqu'à plus de 50% de femmes à l'Assemblée nationale. Encore que, si on devrait l'avoir, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ce travail incombe certainement à tout le monde. Le travail incombe à tout le monde, mais il faut que les femmes soient d'abord engagées pour que les hommes les accompagnent. Parce qu'on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande dame. Très bien. Je rappelle aux téléspectateurs, avant de passer la parole aux autres collègues, qu'ils peuvent interagir, participer donc à ces échanges en envoyant leur message WhatsApp au numéro affiché d'ailleurs à l'écran. J'ai vu Kamardine opiner de la tête, vouloir peut-être dire un mot ou le doyen. Non, je pense que... Je comprends l'inquiétude de mon confrère, mais je crois qu'avec les réformes actuelles, nous avons au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Et ces 24 postes-là sont nommés directement. Elles n'ont même pas besoin d'être influentes sur le terrain d'abord. Il suffit que seulement leur parti politique les positionne. Ce qui est sûr, dans tous les regroupements des partis politiques, il y a des femmes, que ce soit dans des villages, dans des quartiers de ville ou dans des communes, il y a des femmes qui militent pour les formations politiques. Vous ne pouvez pas parler, par exemple, d'un regroupement de l'UP sans qu'il y ait de femmes là. Mais avant, il y a par exemple l'honorable Fagla, non? En tout cas, il y a une femme qui est à l'Assemblée. J'ai commencé par la voir après les élections législatives. Elle n'était pas aussi influente sur le terrain. Mais dès qu'elle a été élue députée, c'est qu'elle est remarquable, elle est visible sur le terrain maintenant. C'est comme ça que ça va arriver aussi aux autres femmes qui étaient déjà cachées derrière les hommes. Maintenant que cette ouverture est faite, je crois qu'on va donner cette possibilité à la femme
de s'exposer. Très bien. Nous allons rester avec vous, Daniel Dassy, pour parler donc de la Journée internationale de la femme. Et vous avez voulu qu'on en parle, c'est déjà la semaine qui vient là, la semaine prochaine. Et vous vous interrogez sur la part de leur responsabilité, leur contribution pour l'atteinte des ODD. Voilà, c'est déjà le mardi prochain. Le mardi prochain, la Journée internationale de la femme. Et le thème de cette année tourne toujours autour de l'égalité entre femmes et hommes. Hein. Et vous ne restez pas sans savoir que nous sommes encore loin des réalités. Et aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment arriver à cette égalité si nous considérons toujours la femme comme celle qui, voilà, je vais paraphraser un peu sous l'orage de Seydou Badian, comme celle qui est réservée pour la cuisine, si la femme est réservée pour le foyer quelque peu. Je pense que l'égalité, là, nous n'allons pas pouvoir véritablement l'atteindre d'ici 2030, tel que voilà, les ODD la voudraient. Sincèrement, est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter pour faire comment on appelle-t-on, pour faire le diagnostic, pour voir à quel niveau nous sommes. Depuis des années, nous disons, voilà, égalité homme-femme, égalité homme-femme, à quel niveau nous sommes, à quel pourcentage nous sommes, et qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement arriver à cette égalité. Il ne suffit pas chaque année de venir dire chaque fois égalité. Nous voulons des thèmes toujours parité, et voilà. Après la journée de basse, on ne remarque plus de femmes, il n'y a plus rien. En prenant quelques volets, Daniel Dassy, avant de laisser les autres réagir, en prenant quelques volets de ces ODD, qu'est-ce que vous proposez déjà? Vous devez certainement avoir quelques bribes d'idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, on le disait déjà tout à l'heure, avec cette discrimination positive d'avoir les femmes à l'Assemblée nationale. Et moi, je le disais tout à l'heure, qu'il faut avoir peut-être 50% de femmes à l'Assemblée nationale. Peut-être les femmes qui me suivent vont dire, bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'elles n'étaient pas trop influentes, mais moi, je suis en train de les amener quelque peu déterminés à se dire, voilà, nous allons arrêter de chanter égalité, égalité, maintenant passer à l'action. Il faut désormais agir pour que la femme soit remarquable, la femme soit au vu et qu'on arrête de traiter la femme comme toujours l'être faible. Voilà, donc je tenais de... Nous avons cette responsabilité certainement à partager. Bien sûr, c'est vrai, j'appelle déjà en fait la responsabilité comment appelle-t-on, de tous les hommes, de véritablement pour qu'il y ait de rayonnement de la femme et pour que la femme puisse être positionnée, pour que la femme puisse être à une très belle position, pour que les ODD puissent être véritablement, même si on sait que ça serait très difficile et sincèrement difficile d'atteindre cette parité, égalité homme-femme. J'ai une question pour vous. Peut-être les téléspectateurs seront certainement amenés à poser cette question, mais en attendant, Monsieur Mathias Sossou, votre réaction par rapport au travail, à la contribution des femmes à l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Et déjà, il y a des institutions qui se chargent quand même de régler la chose. Et ça se fait de telle sorte que chaque 8 mars, on constate des festivités un peu partout où ce sont ces femmes-là qui restent devant pour la célébration. Il y a, par exemple, l'USAID, ou en tout cas, il y a des institutions spécialisées qui font la promotion de la femme, qui aiment mettre la femme au devant des affaires, qui forment des femmes au leadership. Il y a de toutes ces organisations qui favorisent quand même la femme. Il ne reste qu'à la femme elle-même d'en profiter et de profiter de cette ouverture qui lui est faite pour quand même gagner une place de plus. Et quant à l'égalité homme-femme, ça c'est dans la tête. Si tout le monde comprend que la femme peut faire la même chose que l'homme, je crois qu'il ne doit pas avoir de problème. C'est une concession psychologique ou sociologique qui amène les gens à mettre la femme
au second plan. Sinon, ce qu'on est en train de dire, quand on dit la femme est faite pour la cuisine et l'homme est fait pour quoi? C'est le même travail. Si tu, à la maison aujourd'hui, pour un père de famille qui dit, bon, je n'ai plus besoin de la femme, ce qui est sûr, dans la journée, il va avoir nécessairement besoin de la femme. Et la femme aussi va avoir nécessairement besoin de l'homme. Donc, c'est vice-versa. Si on a tout fait de proclamer la supériorité de l'homme, c'est de fait. C'est devenu une habitude et c'est difficile de se départir de ces vieilles habitudes. C'est ça qui fait que les femmes ont de difficultés à s'imposer aujourd'hui, à gagner cette place d'égalité qu'elles réclament. Sinon, tout le monde reconnaît que la femme est égale à l'homme aujourd'hui. Dans notre constitution, c'est déjà clair, c'est reconnu dans notre constitution. Donc le reste, il y a les gouvernants qui font de leurs responsabilités. Aujourd'hui, vous allez voir des femmes qui sont nommées à la tête des institutions. Si on en dénomme, c'est considérable. Même dans les ministères, dans les services, pour être chef de service, quand il y a un homme et la femme qui disputent la place, c'est nécessairement la femme qui gagne, automatique. C'est ça, si la femme a le niveau requis et les compétences pour jouer ce rôle, on le lui donne. C'est clair, on ne dispute plus aujourd'hui, on ne dit pas que c'est parce qu'il y a les femmes qu'elles ne peuvent pas occuper cette poste. Non, cette poste plutôt non. C'est clair, c'est reconnu. Et la femme peut être égale à l'homme parce que ce n'est pas encore dans les pratiques. C'est pourquoi je dis peut. Très bien. Oui, merci à Mathias Ossou, Kamar n'arrête pas. Oui, quand on parle de contribution de nos femmes pour l'atteinte des ODD, est-ce que nous n'avons pas chacun, à tous les niveaux d'ailleurs, cette part de responsabilité, parce qu'il s'agit là d'une question d'éducation, une question de formation pour corriger les idées erronées, les stéréotypes que la société malheureusement nous a laissé. Est-ce que ce travail-là n'est pas fait déjà même au sein de nos familles? Comment est-ce qu'on clarifie, on fait la répartition des choses? Bon, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de pesanteur sociologique qu'il faudrait déjà corriger. Il faudrait agir sur ça au niveau de chaque famille, puisque on sait que la famille est comme on appelle souvent, est la cellule élémentaire de la société. Donc, il faudrait qu'au niveau de chaque famille, on puisse changer les mentalités et qu'on ne fasse pas croire à la fille, dès qu'elle commence à grandir au sein de la fratrie, qu'on ne lui fasse pas croire qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire et que ses facultés sont limitées et que c'est vrai que par nature, nous n'avons pas été faits de la même manière et que l'égalité fille, garçon ou après homme-femme, on pourrait tenter de dire que c'est juste une vue de l'esprit. Mais dans la pratique, même si cette égalité ne peut pas être totalement égalitaire, vous me permettrez de le dire comme ça, il y a quand même que dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, cette égalité est bel et bien possible et d'ailleurs se ressent. Peut-être ça ne se sent pas dans une proportion assez significative. Parce qu'un collègue parlait tout à l'heure dans les administrations, les services, qu'il y a les femmes, quand une femme dispute un poste avec un homme, quand ils ont même niveau d'expérience, même niveau de compétence, la femme est privilégiée. On voit aussi dans les annonces aujourd'hui, on dit une candidature féminine sont vivement encouragées. Tout ça, c'est des discriminations positives que la société est en train de corriger. Est en train donc de corriger, de mettre en place pour pouvoir favoriser la chose. Et c'est tout ça qui constitue le rôle que chacun de nous avons à jouer dans cela. Et une fois encore, les femmes se doivent d'être les avant-gardistes elles-mêmes déjà. Parce que si vous voulez, par exemple, améliorer la situation de quelqu'un, mais que la personne même n'y aspire pas, ne s'y prédispose pas, ne le veut pas, vous n'y arriverez jamais. Prédisposer, est-ce que nous n'avons pas à expliquer? Est-ce que cette prédisposition de la femme ne relève pas de notre responsabilité, nous, en tant évidemment, c'est pourquoi là, je dis que déjà au niveau de chaque famille, il faudrait que la chose soit corrigée déjà. Et après, au niveau de la société, nous avons des organisations qui sont spécialisées, qui doivent donc améliorer les formations, les renforcements de capacités, de sorte que progressivement, 2030 c'est à côté, 2030 c'est à côté. Pour ma part, je pense déjà que c'est pas évident que cela soit atteint, mais comme on peut
Avant, quand on parlait des études du développement, on parlait de études de développement du millénaire ou un truc comme ça, c'était ODD, ODM. Après, c'est devenu ODD. Ouais. Donc, c'est sûr qu'en 2030, quand on fera le point et on verra où est-ce qu'on en est par rapport à cet idéal d'égalité homme-femme, on verra comment reformuler tout ça et repousser certainement les délais. Mais ne désespérons pas parce que la situation aujourd'hui est meilleure qu'hier. Très bien. Et il y a un aspect important que je voulais soulever. Oui, Parce que cette égalité homme-femme dont nous parlons ne peut pas être possible non plus lorsque la femme n'est pas protégée contre les violences. Vous savez, si la femme n'est pas protégée contre... Parce qu'on a tendance à dire que la femme, c'est le sexe faible. D'accord? Aujourd'hui, c'est vrai, quand vous prenez les violences, je vais dans le cas des foyers, quand on parle des violences conjugales, par exemple, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, quand on va examiner les statistiques, on verra quand même que les femmes en sont plus victimes. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui dans certains couples, c'est les femmes qui agressent, qui exercent la violence sur leur mari, mais cela n'est pas légion. Ce n'est pas légion. Heureusement qu'il y a une loi qui cadre tout ça. Donc c'est à ça que je voulais en venir. Ouais. Ces lois-là qui sont mises en place aujourd'hui contribuent aussi d'une certaine manière à promouvoir cette égalité homme-femme-là. Parce que tant que la femme vit dans un environnement où elle est exposée, elle est facilement... elle est objet de diverses formes de violence et que cela passe impuni, cela est impuni, cela ne lui permet pas justement de s'épanouir. Très bien. Donc tout ça fait partie des rôles que chacun de nous avons à jouer. Et je crois les parlementaires béninois, par exemple, l'exécutif béninois, ils ont quand même su y aller déjà par rapport à la protection de la femme. Des lois qui, évidemment, dans leur application, méritent méritent quand même. Mais déjà, ces lois, on avait besoin de les prendre parce que ça contribue à ce que nous recherchons, qui est cette égalité-là. Très bien. De toute façon, le 8 mars, c'est pour la semaine prochaine. On aura d'autres plateaux pour en parler parce qu'il y a plusieurs aspects qui concernent donc l'émancipation, l'évolution de la femme pour sa participation, sa contribution réelle pour l'atteinte des ODD dont nous parlons. Nous allons évoluer. Écoutez, Mathias Sossou, vous avez voulu parler des cas répétés de noyage, de naufrage sur la lagune, surtout là, Porto Novo, Lagos, ces derniers temps. Vous interrogez, que faut-il faire? Oui, moi j'ai remarqué la chose, ça fait déjà 2 ans que c'est devenu une réalité où... Bon, j'ai d'abord analysé, interprété, après j'ai conclu qu'il y a le problème sur la voie du Cotonou, en tout cas de Porto Novo, Nigeria, parce que la voie est en reconstruction, ça fait que les gens n'arrivent pas, ceux qui sont pressés, les commerçants qui cherchent le profit n'arrivent pas à faire le trajet par le transport terrestre et ils sont obligés d'emprunter la voie lagunaire et ils s'embarquent dans les bacs motorisés pour se rendre à Lagos pour s'approvisionner. Et sur la voie, pas mal chance, ces navires chavillent, bien ces bacs motorisés chavillent et puis on enregistre des morts et c'est des naufrages qui sont répétés tout le temps. Je me demande, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose pour quand même baliser un peu le terrain sur ce plan? Parce que chaque fois enregistrer des morts, c'est des vies humaines que nous perdons et c'est des Béninois qui meurent. Et c'est pourquoi j'ai préféré qu'on en parle. Très bien. Daniel, votre avis sur la question? Que faut-il faire, répéter en moins de 2 mois? Nous avons eu au moins 3 naufrages. Moi, tout de suite, je me pose la question de savoir ceux qui conduisent les bacs motorisés en quel qualificatif? Ou bien en quelle qualification? Comment sont-ils choisir pour conduire ces bacs-là? Est-ce qu'ils ont été formés pour emprunter la voie lagunaire? Parce que si cette question n'est pas réglée, bien évidemment, il peut y avoir de naufrages à chaque instant.
Et Certainement qu'il n'y a pas aucune structure ne les a engagés, c'est eux-mêmes qui peut-être... Voilà, c'est ce que je disais. Donc, oui. d'où la responsabilité des élus de la zone où de l'État, la responsabilité de l'État est engagée à ce niveau-là. Et ça peut même interpeller la conscience collective sur la conduite des barques sur les lagunes au Bénin. Est-ce qu'il y a des codes de déontologie qui règlent, comme les codes de conduite qui règlent la conduite sur ces lagunes-là? Et aussi les chargements. Est-ce que les gens ne font pas de surcharge sur les bacs? La bac qui va peut-être prendre peut-être 25 kilos, on peut mettre jusqu'à 50, 70 kilos. Comment vous voulez que la bac puisse supporter, même si le conducteur a les qualifications requises? La maîtrise de sa bac, peut-être. Donc, ce qu'il faut faire en urgence, moi je pense qu'il faut quand même rapidement répertorier ou peut-être prendre rapidement les dispositions pour avoir une liste de ceux qui conduisent ces bacs sur les eaux, peut-être leur donner des coups de renforcement, de capacité et comment dirais-je, les délivrer des papiers nécessaires pour qu'ils puissent conduire sur l'eau. Sinon, on va beau faire les débats par-ci, par-là, mais la situation va toujours continuer sur le terrain. Donc, je ne sais pas quel ministère, je pense que le ministère des Infrastructures, des Transports, la sécurité, parce que ces différents ministères sont interpellés pour aller au secours de nos populations qui perdent leur vie de l'autre côté de Porto-Novo, parce que perdre un père de famille qui dit bon, je vais y revenir, il ne revient plus jamais. Vraiment, ça fait grandir le taux de pauvreté, comment je dirais, parce que l'enfant qui doit aller à l'école n'a plus de soutien. N'a plus de soutien. Et voilà, peut-être l'oncle aussi n'a pas trop d'argent pour aider et l'enfant reste à la maison. Et ça augmente le cas même des divorcés sociaux sur le terrain. Très bien. Camardi n'arrête pas. Oui, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Et je pense que les autorités nous suivent. Et que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, que ce soit au niveau du ministère des Transports, parce que ce que nous maîtrisons le plus, c'est le trafic terrestre. On sait que les conducteurs de ZEM, les conducteurs de taxi, il y a quand même des organisations. Eux-mêmes ont des organisations professionnelles. Il y a maintenant les autorités, les policiers déjà, qui donc veillent à ce que le chargement, le nombre de clients, le nombre de passagers, ils veillent à tout ça. Maintenant, comment ça se passe sur les eaux? Voilà, au niveau du trafic fluvial, trafic lagunaire. Peut-être qu'il faut que, en tant qu'homme de presse, nous allions de médias, nous allions faire une immersion là, sur ces terrains-là pour mieux voir ce qui se passe et pouvoir faire des propositions plus intéressantes. Mais déjà, ce que nous pouvons dire, puisque le collègue a le mérite d'avoir soulevé le débat, et certainement que nos collègues qui nous suivent aussi pourraient faire des investigations dans ce sens. Mais déjà, nous, on souhaite que les autorités compétentes puissent davantage s'appesantir sur ces cas-là et voir ce qu'il faut réglementer en la matière, histoire quand même d'éviter ces drames-là. Parce que le collègue l'a évoqué, quand quelqu'un décède, derrière, c'est tout un système, c'est tout un truc là qui est déprogrammé. Et puis ça peut aller vers plusieurs types de dérives. Voilà, donc... Oui, c'est vrai que les autorités... Est-ce que les populations n'ont pas aussi leur responsabilité dans cette affaire? Parce que, oui, vous savez très bien le risque que vous courez en prenant ce moyen de transport qui n'est pas du tout la meilleure. Bon, voilà, moi ce que je voudrais dire, je me souviens par exemple que durant... au début de pandémie, de la pandémie de la Covid-19, entre le Bénin et le Togo, par exemple, comme les frontières étaient fermées, les gens prenaient pas, je ne sais pas si c'est
un fleuve ou un lac là, mais Oui, ils prenaient pour par traverser. là pour traverser, parce que pour Contourner contourner les dispositions. Voilà. Voilà. Et ce n'était pas sans conséquence sur leur vie aussi. Et là, on est carrément dans un cas de trafic clandestin, si on peut ainsi s'exprimer. Bien sûr. Maintenant, ici, est-ce que nous sommes dans une situation où les gens pointent cette lagune-là de façon illicite? Ou est-ce que le trafic est Officiellement, non. Je ne crois pas. Voilà. Donc, si on est dans un contexte où déjà, c'est pas clandestinité, c'est pas contournement des dispositifs réglementaires que les gens pointent ce trafic-là, ça veut dire que leur responsabilité est pleinement engagée et que déjà c'est à ce niveau qu'il faudrait que ça s'arrête, mais que les autorités aussi mettent en place un système de veille qui puisse les empêcher, parce que ce sont des citoyens béninois et ils n'ont pas le droit je le dis comme ça, ils n'ont pas le droit de se donner à la tique de la mort. Comme ça. En attendant de venir à vous, il m'a fait inspirer, il m'a inspiré aussi beaucoup de choses, mais moi, ce que moi, j'avais seulement dit du côté, en tout cas, l'endroit des autorités, leur responsabilité n'est pas trop engagée, mais elles ont le devoir quand même de sensibiliser la population. De sécuriser leur population aussi. Parce qu'il y a aussi un adage qui dit qu'on ne peut pas vivre au bord de l'eau et se laver les mains avec du crachat, je crois. Parce que celui qui vit au bord de l'eau doit profiter pleinement de l'eau. Et c'est parce qu'il y a une situation qui est intervenu sur la voie, qui ne permet pas aux gens de se rendre rapidement au Nigeria pour aller faire leurs affaires, que ceux-là ont proposé leur service. Donc, quand ils ont proposé ce service-là, ils veulent en profiter également. Donc, il faut quand même les sensibiliser et leur faire comprendre que le chargement qu'ils doivent faire doit respecter les normes. Parce que c'est le non-respect des normes de chargement qui fait qu'on arrive à cette situation. Les gens, au départ, ce n'était pas des personnes qui prennent pour aller au Nigeria. C'était pour ramasser des bagages et passer sur l'eau, c'est-à-dire contourner les postes douaniers, le contrôle douanier qui les amène à faire ça. Et à un moment donné, ils ont compris qu'ils pouvaient profiter par là aussi et amener des hommes. L'argent. Donc il faut quand même... Le contrôle sur la voie lacunaire est difficile. Et ça va même amener des naufrages en plus, des chavirements en plus, parce que dès que le piroguier est sur l'eau, il constate qu'il y a des contrôleurs qui sont arrivés, ce sera la débandade, et puis il va mettre en danger la vie des autres qui met dans sa barque. Donc ça doit être fait de manière méthodique. D'accord, oui, Daniel. Non, mais il n'y a pas de fumée sans la flamme. Le doyen le disait tout à l'heure, c'est parce que peut-être la voie est en reconstruction. Les gens ont l'habitude d'aller faire leurs activités, leur business au Nigeria. Ils veulent de la voie. Il y en a qui veulent profiter parce qu'on ne veut pas, on veut éviter s'échapper au contrôle. Voilà, pas trop dépenser, etc. Mais c'est quand même des activités que ces populations mènent pour gagner leur vie. On ne va pas quand même leur demander d'arrêter. Il faut réglementer. Non, mais on doit pouvoir. Non, Daniel doit pouvoir. Oui, on doit pouvoir leur interdire, les sensibiliser. Si ça. Oui, il le disait tout à l'heure. On ne peut pas les risques qu'ils encourent, on doit se laver les mains avec du crachat, bien sûr. Oui, mais on doit pouvoir. Il y a un adage qui dit aussi qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Les gens sont à côté de l'eau et ils savent qu'ils peuvent rapidement prendre la barque pour aller au Nigeria à côté, pour faire leur business. Mais ceux qui mettent pas noyade, ce sont certainement des gens qui ne sont pas des habitués. Oui, c'est des cas graves, c'est des gars qu'on peut déplorer, mais bon, toujours est-il que si vous allez sur l'eau à l'heure, là, nous sommes en train de parler, il y a des bacs qui sont en train d'aller au Nigeria, hein. Vous ne restez pas sans savoir ça. Hein. Donc, c'est parce que nous sommes en train de dire qu'il va arrêter ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Voilà. Ok, merci. Nous allons à présent aborder l'autre sujet. Il s'agit bien sûr du changement du symbolisme. Soso l'a proposé. Oui, c'est intervenu au début de cette semaine, je crois, où on dit que la Fédération béninoise de football a pensé un peu à changer le nom des écureuils du Bénin.
ce ne sera plus désormais écureuil. Mais ils sont en train de penser, c'est en penser encore. Ce n'est pas encore réel. Officiel. Malgré tout ce que les gens publient sur les réseaux sociaux, je crois que ce n'est pas encore ça. Mais le fait de dire qu'on va changer le nom écureuil, est-ce que c'est écureuil qui pose problème, qui fait que le Bénin ne s'illustre pas dans des grandes compétitions? Je crois que là, il faut réfléchir dessus. Nécessairement, je crois que ce n'est pas encore ça. Il faut une organisation et la méthode et puis les soutiens nécessaires qu'il faut pour faire avancer les équipes du Bénin. Ce n'est pas seulement le football, il y a le football féminin, il y a masculin, il y a tennis de table, il y a tout que le nom l'apporte. Donc les représentants du Bénin, le nom écureuil, les gens ont pensé que c'est écureuil, l'animal écureuil là, qui fait que le Bénin n'évolue pas dans les autres compétitions. Oui, avant de passer la parole à monsieur Dicamardine, je signale que la fédération a sorti un communiqué pour dire qu'elle n'a jamais proposé de nom. En fait, l'idée de changer le symbolisme date de très longtemps. C'est vrai que l'idée est là, mais cette fois-ci, la fédération n'a jamais proposé de nom, selon ce que les gens seraient en train de dire, Camardine. Oui, c'est heureux que cette note explicative de la fédération ait été donc publiée en ce sens, puisque déjà, il faut dire que la Fédération béninoise de football, pour ma part, n'a pas compétence pour changer le nom. Elle ne peut que proposer le changement. Elle peut peut-être en prendre l'initiative, puisqu'on sait que le football reste le sport roi. Donc, elle peut proposer l'idée, aller vers les autres fédérations et même vers le ministère en charge du sport, pour que de commun accord, tous ces acteurs-là puissent quand même déacter ce changement de nom-là. Ça, c'est par rapport à la forme. Maintenant, dans le fond, moi, je pourrais citer quelques disciplines où nous remportons même des médailles d'or, où le Bénin est en pole position. Donc, par exemple, même la pétanque, d'accord, ils sont des écureuils. Pourtant, ils vont... Et le Bénin accueille la Coupe du Monde. Justement, de pétanque je crois, cette année, je pense, vers la fin de l'année, un truc du genre. Donc, bref, pour moi, je pense que la dénomination n'est effectivement pas, comme le disait le doyen, ce n'est pas la dénomination qui est le problème. Ce n'est pas ça qui va faire que notre équipe sera une équipe, fût-elle de football ou d'autres disciplines, serait une équipe gagnante. Mais c'est plutôt les hommes. C'est plutôt les hommes qui portent cette dénomination-là. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, maintenant, si à un moment donné, les acteurs du sport béninois décident de changer de nom, bon, ce n'est pas un problème non plus. Même fondamentalement, il faudrait que chaque acteur sportif béninois soit conscient que c'est notre mentalité, notre envie débordante de gagner, de triompher qui nous permettra de nous illustrer, de nous révéler lors des compétitions. Et non le nom que nous portons en termes de symbolisme. Oui, mais à ne pas oublier que le nom aussi influe l'individu. Nous vous écoutons, Daniel. Oui, c'est ce qui est distillé. Voilà, non, téléchargement. Voilà. Non, on va le dire ainsi. C'est ce que les réseaux sociaux ont dit. Voilà, diffusé. Voilà. Dans les jours à venir, on verra si ça serait à la tête, si ça serait confirmé ou non. Parce que vous ne savez pas que c'est les rumeurs au Bénin qui deviennent réalité un peu plus tard. Donc, Dean le disait tout à l'heure, ce n'est pas la dénomination qui pose problème. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des individus eux-mêmes, partie de la fédération, aux joueurs, qui on positionne sur le terrain, à quel poste, pour quelle destination, pour quel résultat. Ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Je vais parler de l'organisation en général. De l'organisation en général. C'est avec les écureuils, c'est avec la dénomination écureuil qu'on a été à la CAN et on a joué les quarts de finale dans ce pays. Les juniors étaient à la Coupe du Monde. Les juniors étaient évidemment à la Coupe du Monde. Et en 2005 Bien sûr, en 2005, avec toujours le nom, la dénomination écureuil. Donc, bon, qu'on se lève toujours, ou bien c'est parce qu'on a raté la CAN dernière, ou on a raté les barrages pour le mondial, qu'on pense que Ratel viendra
corriger les problèmes, moi je pense que non. Évitons de lier, ils l'ont dit, évitons de lier Ratel, Bon, changement de la fédération qui n'a jamais proposé. Oui, la fédération n'a jamais proposé, Dean le disait tout à l'heure, la fédération a la possibilité de proposer, bien sûr. Et on ne va pas faire, on ne va pas, comment appelle-t-on, on ne va pas condamner la fédération pour sa dénomination, parce que vous le disiez tout à l'heure, que voilà, le nom joue contre l'individu. Quelque peu, parce que vous ne restez pas sans savoir que jusque-là, il n'y a personne qui s'appelle Judas dans le monde. Non, il y a des Judas, mais il n'y a pas encore de Judas. On va appeler un individu Judas comme ça. Donc, on sait déjà que ça existe. Kamardine vous dit que ça existe. Comme Satan existe. Oui, Satan, déjà s'appelle Satan. Non, mais ces gens-là, aussi curieux que cela puisse ne paraître. vont pas faire quelque chose de bien. Ah non, mais vous ne pouvez pas faire ce jugement, Daniel. Non. Vous ne pouvez... Le nom aussi, mais parfois c'est toute une fierté. Hein, oui. Parce que quand on sait qu'il y a des animaux qui sont des animaux sauvages et que voilà, ces animaux, quand on entend parler, on dit les lions. C'est que tu ne peux pas affronter le lion. Mais quand on dit écureuil, cet écureuil va te feinter, il va faire tout ce qu'il peut faire. Mais les écureuils ont quand même battu des lions de l'Atlas à plusieurs reprises. Et donc voilà. Donc je pense que fondamentalement la fédération va réfléchir à certainement quel nom proposer s'il s'avérait que réellement elle veut changer la dénomination du sport roi, du sport roi, la dénomination écureuil en un autre nom. Bon, c'est à eux de voir, ce qui peut même qu'ils sachent que le problème n'est pas au niveau de la dénomination, n'est pas au niveau des noms, mais au niveau des individus eux-mêmes. Des individus eux-mêmes. Parce que le Bénin a beaucoup encore à prouver dans le sport roi. On a encore beaucoup de choses à faire. Très bien, oui. Je crois que si on n'a pas la volonté de changer pour changer, ce problème-là ne devrait plus se poser. Parce que depuis le temps de Kédougou, le problème de changement de nom écureuil s'est imposé. Et Kédougou a été obligé d'appeler toutes les fédérations, les ressorts de fédération, il les a enchambrés chez lui au palais là. Ils sont restés là pendant 2 heures. Il les a laissés réfléchir tout le temps. Et puis, après 2 heures, il est revenu, lui a demandé s'ils ont trouvé un nom. Personne n'a trouvé un nom. Il dit, bon, que lui, il a un nom qu'il va leur proposer. Ils ont dit, mais c'est quel nom, monsieur le président? Il dit, non, un nom, quand vous entendez, tout le monde va fuir. Les gens se posaient la question de savoir, mais quel peut être ce nom? Il se leur dit, bon, c'est le sida. Si vous acceptez, vous donnez le nom sida à votre équipe et puis on continue. Ça va tuer tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un nom pour jouer. Voilà. C'est la compétence. C'est la jambe de nos joueurs. Kédougou a déjà vu ça. Quand on doit donner un nom, en tout cas aux équipes de notre pays, le nom doit refléter la réalité du nord jusqu'au sud. Absolument. Et de l'est à l'ouest. Si on prend Ratel, moi je n'ai jamais rencontré, c'est un exemple que je donne, hein. Je ne connais même pas ce animal-là. C'est parce que cette semaine-là, on a commencé par parler de Ratel, que je suis allé sur Internet et j'ai vu un animal qui ressemble aussi à l'écureuil, qui est un peu plus gros, mais qui est un peu tranchant. C'est tout ce que moi j'essaie de Ratel. Ça se localise où? Le problème n'est pas là. Mais changer de nom pour changer. En tout cas, si les gens de la fédération, les autres fédérations aussi s'entendent et ils trouvent un bon nom pour le Bénin, et ils trouvent que c'est avec ça qu'ils peuvent évoluer, d'accord. Mais l'équipe nationale du Bénin de football, ils ont d'entraîneurs. Bon, pour le moment, je pense qu'ils n'ont pas encore. Pour le moment, non. Pas encore. Pas encore. Ouais. Et ils ne pensent pas à recruter un entraîneur pour... Certainement que c'est en cours de téléchargement. Le processus est en cours. Ce n'est pas le nom qui va entraîner les joueurs. Nous allons tous ensemble changer le nom, changer d'entraîneur pour que de toutes les façons. Merci beaucoup, chers collègues. Je rappelle que la Fédération béninoise de football a été claire, qu'elle n'a jamais proposé de nom. C'est vrai que l'idée est toujours là depuis des années, des 2 régimes passés, au temps de Kérékou, au temps du président Yahi. L'idée était là, mais n'a jamais proposé de nom pour le moment. Nous avons encore quelques minutes, le temps d'aller à l'international avec vous, Kamardine. Oui, on ne pourrait quand même pas quitter ici sans dire un mot sur le conflit russo-ukrainien. Et en cours de cette semaine, au niveau de l'ONU, l'Assemblée générale a dû statuer, prendre une résolution. Et puisque cela n'a pas été possible au niveau du Conseil de sécurité, le veto russe est passé par là.
Donc, au niveau de l'Assemblée générale, nous avons eu l'information, les pays se sont, je crois, les 182 pays se sont réunis et ont sorti une résolution. Et on note que le Bénin a voté oui, puisque la résolution, c'était de se positionner contre ce que cette guerre que... même si en Russie, là-bas, on parle d'opération spéciale, cette guerre, donc, l'État russe a déclenché en Ukraine. Le Bénin a voté oui pour la résolution contre cette guerre-là. Et cela dit, pour ma part, je trouve que c'est quand même une bonne décision. Pour moi, le gouvernement béninois, par le biais de son représentant aux Nations Unies, a fait un bon choix parce que, quelles que soient les questions stratégiques, quelles que soient les questions historiques qui sont à l'origine de cette guerre-là, pour moi, le fait déjà de s'engager dans la guerre est une erreur. C'est une erreur. Donc, le Bénin ne peut pas, pour d'autres types de raisons, même si on a un ambassadeur élu dernièrement, enfin, nommé dernièrement, qui est nommé, qui doit aller voilà, siéger en Russie. On ne devait pas regarder tout ça pour s'aligner derrière un va-t-en-guerre. Très bien. Oui, Daniel, votre avis en 30 secondes, s'il vous plaît, nous sommes presque à la fin. Oui, bien évidemment. Je vais abonder dans le même sens que mon confrère Dean. Je pense que le Bénin a bien vu, le Bénin a bien fait de voter, voilà, contre la Russie, justement. Je pense contre la Russie, mais contre la guerre, parce que la guerre n'est pas du tout, voilà, souhaitable pour les peuples, parce que la guerre ravage beaucoup de choses. Et il le disait tout à l'heure, moi j'ai toujours condamné cette manière de prouver sa suprématie. Ce n'est pas parce que vous avez tout ce qu'il faut commencer par quelque peu détruire ou bien chercher à détruire l'autre. Voilà, je pense que ce n'est pas trop sérieux. Voilà. Le Bénin et aussi, c'est des questions de diplomatie. Hein. Donc, il faut savoir se positionner quand il est question de la diplomatie. Donc, le Bénin n'a pas mal fait, voilà, d'opter pour voilà, cette résolution. Pour cette résolution. Très bien. Oui. Bon, c'est une opinion. Hein. Moi, je ne suis pas trop chaud pour ce qu'on appelle guerre. Mais quand on m'oblige à aller en guerre, je crois que je vais prendre les armes. Le Bénin a bien fait de ne pas voter pour ce qui se passe. Et je crois que c'est ça qui représente même la seule voix de notre pays. Donc, celui qui est le représentant du Bénin à l'ONU, qui peut quand même dire ce mot, l'a dit, et c'est bien fait, au nom du Bénin, et c'est bien fait. Mais quant à moi, individuellement, je ne désapprouve rien. Celui qui est à la tête de la Russie n'est pas un fou. Je crois qu'il a nécessairement un intérêt pour ce qu'il fait, et les autres aussi ont un intérêt. On a vu des gars ici, on ne veut pas aller sur ce terrain. Très bien. Merci à vous, Daniel Sossou. Plusieurs autres sujets abordés. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci à vous, Daniel Dassy. Je rappelle que vous êtes journaliste à Ado TV. Merci à vous, camarade Dean Arekwa, directeur de publication du quotidien Le Révélateur du Jour. Merci également à vous, Mathias Sossou, le doyen Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongonneur. Merci d'avoir passé ce moment d'analyse par rapport à l'actualité avec nous sur le plateau de Hebdo des éditorialistes. On se retrouve dimanche prochain.